Bonsoir, merci de votre présence. Alors, certains me connaissent déjà, je suis Benoît Pierre, je suis plasticien. Aujourd'hui, je vis et travaille à Poitiers. Alors, je dis aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été le cas. Je suis arrivé seulement je suis revenu en France il y a 6 ans. Précédemment, j'ai vécu 4 ans à Belgrade et 6 ans sur l'île de la Réunion. Donc, je suis parti, bon, on ne peut pas dire complètement parti de la France, mais en même temps, la Réunion, c'est une France qui est très éloignée. Et en tout cas, c'est une expérience qui a été très, très bouleversante pour moi, qui a beaucoup modifié ma perception et mon rapport à l'autre, mes relations à l'autre, dans une certaine découverte finalement de l'autre à travers différentes expériences. Donc évidemment, la première expérience, c'est l'expérience de l'espace postcolonial, dont je ne savais rien du tout, bon petit français métropolitain, je ne savais pas grand-chose. Et donc j'ai découvert ce monde, son métissage, sa mixité, sa langue. Donc j'ai découvert un peu l'altérité, finalement. Et ça s'est fait aussi dans des rencontres très pluridisciplinaires là-bas à La Réunion, puisque les choses étaient très ouvertes entre le milieu de la danse, de la musique, des arts plastiques. Voilà. Donc bon, je suis assez adepte des chemins de traverse. Déjà précédemment, j'ai d'abord fait des études de graphisme, donc j'ai travaillé dans le graphisme. Ensuite, j'ai fait des études d'architecture, travaillé avec des architectes. Puis après, de nouveau, je suis retourné dans le graphisme parce que j'ai rencontré Philippe Appelois et j'étais très, très admiratif de son travail. Et on s'est bien entendu, donc j'ai été assistant pendant 4-5 ans et ensuite j'ai monté mon propre atelier de graphiste. Et puis au bout de 10 ans, j'en ai eu un petit peu marre du travail de commande. Donc j'ai préféré, quand un poste d'enseignant graphiste à l'école d'art de La Réunion, j'ai préféré partir et transmettre et tenter d'autres expériences en dehors du graphisme, des expériences de performeur, puisque j'ai beaucoup travaillé avec un chorégraphe qui s'appelle Éric Languet, qui faisait partie de la compagnie Lloyd Newson. Et voilà. Donc tout ça pour dire que même si je suis diplômé également d'une école d'art, comme ce que vous allez être bientôt, j'ai fait mon diplôme au Havre, mais j'ai pas du tout un parcours comme ça linéaire, quoi. Et il me semble que ça peut être une richesse, enfin c'est vous qui me direz. En tout cas, j'ai envie d'essayer de partager ça avec vous. Donc, dans le contexte du workshop Recto Verso, je me suis dit, bon, je vais peut-être tenter une présentation de mon travail, comme j'ai essayé de faire passer dans le workshop une question fondamentale pour moi, qui est le processus de travail, qui n'établit pas préalablement un médium avant la logique du projet, quoi. C'est ça. Je suis peut-être pas très clair en disant ça comme ça. Le médium, pour moi, n'est jamais préétabli à l'avance. C'est pour ça que j'ai proposé un workshop pluridisciplinaire, c'est-à-dire on se pose une question, on pose une problématique, et puis on voit comment les choses évoluent, chacun avec son histoire, chacun avec sa culture, ses envies, son désir, voilà. Et en tout cas, moi, ça m'intéresse plus de fonctionner comme ça, dans cette liberté-là qui peut, pour certains, être un peu paniquante au début, mais après tout, c'est pas mal de sortir de sa zone de confort à l'endroit de l'art, de la recherche et d'une posture de poète ou d'artiste. Alors, donc le projet que je vais d'abord vous présenter, c'est un projet qui s'appelle National Story Kit, sur lequel je travaille depuis 2015, que je considère donc comme un work in progress, qui, vous allez le voir, va circuler d'un médium à un autre. Ça a démarré presque comme un jeu d'enfant.
je ne sais pas comment, est arrivé dans mon atelier, sur ma table de travail, un manuel d'histoire géo et d'éducation civique qui datait des années 80 et qui a été réédité dans les années 90. Ce manuel d'histoire géo destiné au CE2, donc des primaires, de jeunes enfants, démarrait dès le sommaire avec nos ancêtres les Gaulois. Et à peu près tout l'ouvrage est sur cette ligne-là, avec un point de vue totalement univoque sur cette question-là. Bon, heureusement, derrière le sommaire de nos ancêtres les Gaulois, il y avait une carte du monde. Alors j'ai commencé à m'amuser à découper la carte du monde, et puis après, quand on retourne la page, eh ben, on a nos ancêtres les Gaulois et la carte du monde. Je fais ce travail, donc à partir, 2015, mais ça a démarré fin 2014. Et puis début 2015, pendant que je fais mes découpages minutieux, j'écoute la radio et arrivent les attentats de Charlie Hebdo et la fabrique de l'histoire, l'émission d'Emmanuel Laurentin tous les matins, va titrer, après les attentats de Charlie Hebdo, va titrer ce qui est affiché à l'écran. Comment en sommes-nous arrivés là? Histoire d'une république fragile. Et donc je découpe des découpages. Donc je vous montre le manuel un peu tel qu'il était en 2015. Maintenant, il n'est plus dans cet état-là. Donc c'est des découpages qui sont assez minutieux, assez longs. Et donc je me nourrissais de ce que j'entendais dans cette émission de la fabrique de l'histoire. Et les choses commençaient à se rapprocher très fortement entre ce manuel, qui avait un point de vue complètement univoque sur l'histoire, on peut dire la fabrication du roman national, d'une certaine manière, qui s'ouvrait à moi de page après page. Et puis, les conséquences, d'une certaine manière, en partie, les choses sont toujours difficiles de désigner des responsables. On est sans doute un peu tous responsables du monde comme il est. Mais il y avait quand même des responsabilités au niveau politique, au niveau du clivage de la société française. Donc tout ça, forcément, je le mets évidemment en rapport avec l'expérience réunionnaise, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on peut vivre les choses quand on vient de l'espace outre-mer. Alors, voilà, donc de découpage en découpage, de forage en forage dans le feuilleté du livre, j'en arrive à des trouées sur lesquelles je reste un moment, et j'ai besoin de faire un arrêt sur image, ce qui donc m'a amené dans un deuxième temps, on va dire, à développer un projet photographique où je fais comme ça des photos, on va dire, archéologiques de mes trouées dans les pages du livre, tels qu'ils apparaissent, au moment où ils apparaissent dans le découpage. Donc là, il s'agit bien évidemment d'un recadrage, mais qui respecte l'ordre des pages tel qu'il est dans le livre. Et cette image a commencé là aussi à rencontrer le contexte, puisque là on commence aussi à être dans le contexte de la déchéance de nationalité. Et pour la petite histoire, parce qu'en fait j'aime bien les petites histoires, peut-être plus que la grande d'ailleurs. Pour la petite histoire, il y a un Français qui a été déchu de la nationalité française, c'est Charles de Gaulle. Et je crois savoir aussi que Madame Taubira est allée dire ça à Monsieur Hollande, mais visiblement il a eu du mal à entendre.
Bref, cette double page, enfin cette photo, elle est issue d'une double page qui est très, comment dire, récurrente dans ces manuels d'histoire géo, qui sont les pages de l'homme providentiel, ou les hommes providentiels qui ont constitué la République française. Donc là, dans le cas de cet ouvrage-là, c'est trois personnes, c'est Clémenceau, Foch et De Gaulle. Voilà. Et voilà, ce qui est amusant, c'est que la photo, étant une trace de l'histoire, elle montre là que le défilé de la libération de Paris, visiblement, Charles de Gaulle était entouré de pas mal de gens, et entre autres du Conseil de la Résistance. Autre chose qui m'amusait dans cette image-là, c'est, puisque homme providentiel, qui pourrait donc changer le destin du monde, le cours du monde, dans ce monde très mondialisé, très complexe, qu'est-ce que ça pourrait être, quoi? Il faut au minimum avoir des super pouvoirs. Alors voilà, donc dans cette image, je pense que vous reconnaissez le monde, enfin la Terre vue du ciel, qui croise d'autres éléments graphiques, et aussi par ici, dans cette zone-là, les grottes de Lascaux. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui pourrait avoir des super pouvoirs. Peut-être que lui pourrait être providentiel aujourd'hui. On va savoir. Voilà. Alors là, je vais faire défiler un certain nombre d'images qui sont conçues exactement sur le même protocole de travail, c'est-à-dire je fais des trouées, je fore, et puis ça retient mon attention, et quand ça retient mon attention, j'en fais une photo. Voilà. Et puis je continue à creuser, à creuser, à creuser. Voilà. Donc là, c'est aussi ce qui m'a donné l'idée de faire le workshop recto verso. Donc voilà, on voit la silhouette de l'agriculteur africain, parce que souvent dans ces manuels-là, un Africain est souvent un paysan qui cultive le manioc. Donc dans l'image de droite, je pense qu'il y a une espèce d'augmentation finalement des stéréotypes qu'on peut retrouver, mais au verso, ça provoque autre chose. Voilà. Et ça raconte une autre histoire. Et voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est la page suivante où, de nouveau, on a des confrontations semblables entre le recto et le verso. Alors, on va un peu plus au nord. Là, la silhouette qui apparaît est découpée de l'autre côté de la page. Et de l'autre côté de la page, est considéré que la banquise est un territoire permanent et que les Inuits sont un peuple sédentaire. Et voilà, il suffit de tourner la page pour s'apercevoir que peut-être pas. Donc il y a dans ce travail-là, je pense, un positionnement qui essaye de faire vaciller un peu les certitudes. Et puis, il y a la question, je pense, une chose est la représentation du monde, une autre est l'expérience du monde. Et je crois que c'est beaucoup ce qui me motive dans ma vie et dans les projets que je mène. C'est-à-dire vraiment essayer de ne pas trop s'éloigner de qu'est-ce qu'on vit là, maintenant, ensemble, dans le moment présent. Et éviter parfois les représentations, les a priori, le jugement et autre chose qui nous empêche de se rencontrer. Alors voici le manuel un an plus tard, donc intégralement découpé, démonté. Et donc j'étais invité à exposer dans une galerie dans la Drôme, la galerie Kraft. Et l'idée, donc du coup, m'est venue de présenter les photographies, là que je vous ai présentées, donc de les montrer,
mais en présence du document, de la provenance. Ça, c'est quelque chose aussi auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire que tout ce qui est du domaine de la photographie, il me semble que c'est toujours problématique. Voilà. Et une photographie a souvent besoin d'être documentée pour finalement vérifier, parce que la photographie atteste toujours, elle a un rôle de preuve, elle atteste d'une vérité, mais on s'aperçoit que depuis la naissance de la photographie, toutes les photographies sont montées, truquées, retouchées, et aujourd'hui, avec Photoshop, il n'y en a pas une qui passe pas sous un filtre ou une transformation, quelle qu'elle soit, quoi. Voilà. Donc, si elle n'est pas documentée, légendée, ou il y a un témoignage de dans quelles conditions s'est faite la photo reste problématique. Et donc, on donne une interprétation du monde qui ouvre vraiment la possibilité à la manipulation. Voilà. Donc là, pour moi, ça me paraissait évident de montrer la provenance de mes images photographiques qui étaient exposées au mur de l'expo et l'élément d'origine. Donc avec un geste assez simple finalement, souvent les commerçants, quand ils changent l'activité ou qu'ils font des travaux à l'intérieur, quelque chose va changer et ils recouvrent les vitrines, soit avec des journaux, bon bah là c'est un autre imprimé, c'est le manuel d'histoire géo perforé. Donc ça lui a donné un statut particulier et un jeu de la transparence, mais aussi, quand le soleil est de la partie, il a envoyé le signe du moucharabier, qui, pour moi, était vraiment une belle surprise. Autre expérience avec le même élément. J'ai fait un workshop dans un lycée en Normandie et j'aime bien aller voir à la cave ou au grenier ce qu'il y a comme matériel, et là il y avait une batterie de rétroprojecteurs, donc des appareils qu'on n'utilise plus maintenant puisque ça a été remplacé par les vidéoprojecteurs, et en plaçant les éléments sur les rétroprojecteurs, le propos est allé vers peut-être la caverne de Platon, ou les problématiques, évidemment, toujours de la représentation du monde. Mais bon, ça fait penser aussi à la lanterne magique, donc au monde de l'enfance aussi. Je vais passer rapidement donc, à un autre manuel qui va me permettre de présenter la deuxième partie de mon intervention. Donc un autre manuel, celui-ci c'est géographie, programme de 73. Donc c'est le moment juste avant le premier crise énergétique, le choc pétrolier. Donc on est au pic des 30 Glorieuses, avec là aussi toutes les certitudes qu'on avait dans notre rapport au monde, la certitude que la science et le progrès arrangeraient tout pour nous. Ah. Voilà, je vous le présente assez rapidement. Donc là, ça prend une autre forme, ça prend une forme plus de livre d'artiste, où les pages sont démontées, décollées, il y a des dessins en dessous qui sont les trouées qui sont utilisées comme des pochoirs, et elles sont réalisées avec un crayon bleu de graphiste. C'est pour ça que ça se voit, c'est vraiment très en filigrane. Donc, je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran, avec la lumière. Voilà. Alors, donc, c'est ce manuel qui, je pense, a déclenché pour moi un autre travail avec d'autres médiums. Donc une préoccupation, cette fois-ci, vraiment du côté de la responsabilité et de l'héritage concernant l'Anthropocène, et donc notre rapport
non pas aux autres cultures, comme cette expérience par rapport au monde des Balkans, pour moi, et au monde de la colonie, enfin post-coloniale, mais là, cette fois-ci, à l'ensemble du vivant. C'est-à-dire que on a une responsabilité particulière, nous les êtres humains, avec notre façon d'être et notre façon de faire, qui nous donne un statut particulier par rapport à l'ensemble du vivant. Donc c'est le questionnement sur lequel je travaille avec un autre artiste qui s'appelle Franck Dubois, un plasticien sonore, où on réfléchit plus à des installations qui sont parfois éphémères, comme celle que vous voyez au premier plan, où il s'agit d'une carotte de glace qui fait 7 mètres de haut, de lait glacé qui fait 7 mètres de haut et qui est installé au moment du vernissage et puis qui met, selon l'environnement, c'est en fait des propositions qui sont très peureuses à leur environnement. Donc évidemment, s'il fait chaud, ça fond vite, et s'il fait froid, ça fond très peu. Et répand donc le liquide sur du basalte. Le basalte étant le matériau, enfin c'est la terre de la Réunion, puisque la Réunion c'est un volcan en activité. Donc le projet s'appelle Air Glaciaire. Air Glaciaire AIR, plus loin glaciaire comme la glacière qu'on emmène en pique-nique. C'est voilà, c'est un jeu de mots qui, pour moi, peut être synonyme de l'ère du temps. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'ère du temps? Donc on a voulu voilà, proposer différentes pièces qui se situent, je pense, à différents niveaux de l'expérience. Donc comme au fond, vous voyez la white car qui est maintenant dans le hall. Bon, je vais aller vite sur enfin tout de suite, je vais reprendre parce qu'il y a d'autres expériences avec la white car dont je voudrais parler, pas seulement une présentation en exposition. Et puis l'appel qui est aussi présenté dans sa deuxième version. Donc là, elle est présentée en ready-made modifié, on va dire, puisque l'exposition s'est faite au Centre d'art La Galerie du Champ et que ça paraissait impossible, enfin ça paraît, je trouve, un peu toujours impossible de contourner Marcel Duchamp quand on se situe sur le terrain sur lequel on est. Mais néanmoins, j'avais envie de me poser la question du ready-made un siècle plus tard. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels en sont les enjeux? Quel est l'héritage? Et donc est venue cette idée de s'approprier la pelle à neige donc, de Marcel Duchamp, avec aussi son astuce en prévision d'un bras cassé. Donc là, peut-être c'est une pièce qui aussi introduit quelque chose en prévision de quelque chose. L'appel étant aussi un jeu de mots. Et du coup, dans cet héritage qui est forcément, je trouve parfois un petit peu lourd, enfin, peut-être ça vous le fait aussi, puisque j'imagine que il y a beaucoup d'enseignants qui font référence à Marcel Duchamp pour vous introduire l'art du XXe siècle, l'art contemporain. Donc parfois c'est un petit peu lourd à porter. Et donc se pose pour moi la question de comment on fait pour à la fois assumer et être riche de l'héritage de Duchamp et en même temps enjamber Duchamp pour s'ouvrir d'autres perspectives qui sont de notre époque. Voilà. Parce que peut-être il s'est vraiment passé quelque chose dans ce changement de siècle. Voilà. Pour moi, le grand changement, c'est cette conscience que l'Anthropocène nous conduit sans doute à l'échec. Voilà.
un échec. Et hier soir, je ne sais pas comment vous avez réagi à l'exposition, mais entre autres, il y a une vidéo d'Amandine qui, moi, m'a beaucoup touché sur les céramiques qui flottent dans la rivière et qui repartent dans la rivière, quoi. J'ai trouvé que voilà, c'était vraiment un questionnement, pour moi, très contemporain, très sensible et très intéressant. Vraiment une réponse à la fois poétique, artistique, et qui, moi, je trouve très, très juste. Voilà. Donc je pense que voilà, on est plusieurs artistes aujourd'hui à être sur ces préoccupations-là, quoi, et peut-être de se remettre en question. Voilà. Donc se remettre en question. Donc là, je vous montre l'appel. C'est questionner les médiums, comment ils apparaissent. Donc, la Marcel Duchamp, là aussi pour la petite histoire, a pas arrêté de perdre ses ready-made. Jusqu'à finalement, dans les années 60, les refaire fabriquer. Donc les ready-made de Marcel Duchamp qu'on voit dans les musées, je ne sais pas si c'est encore des ready-made, quoi, voilà, puisqu'il l'appelle, entre autres, il l'a complètement redessiné, quoi. On a des documents du dessin technique de l'appel, quoi. Donc c'est assez amusant aussi ce processus-là. Donc c'est ça aussi qui, moi, m'a ouvert la porte à me dire, oui, je peux présenter sous forme de ready-made et puis ensuite venir en résidence ici et la faire en céramique. Sachant que je pense qu'elle est beaucoup plus forte là telle qu'elle est présentée dans le hall qu'en situation de ready-made, quoi. Donc je me sens vraiment en accord avec ça. Et donc je remercie beaucoup l'ENSA d'ouvrir ses portes aux artistes qui proposent des projets et puis je remercie particulièrement Guy Ménard et Nadège de m'avoir beaucoup assisté pour pouvoir sortir la première pelle en céramique, en porcelaine, quoi. Parce que j'avais jamais touché à la porcelaine. Donc voilà, la question de la remise en question, elle est liée aussi à essayer de prendre des risques sur un travail. Ça me paraît assez essentiel. Et la remise en question, j'en viens donc à la white car. Donc la white car, c'est ma voiture. Et je l'utilise pour évidemment me déplacer et aller là où on m'invite ou là où je travaille. Mais une fois que je suis sur place, je la laisse sur place. Et puis après, je me débrouille. Si j'ai besoin d'aller voir une expo à Limoges, je me débrouille. Ce qui n'est pas très confortable, mais je trouve que c'est intéressant d'amener cette chose-là de cette manière-là. Donc là, vous la voyez en situation d'exposition. J'espère qu'on va arriver à la sonoriser demain, puisque j'ai enregistré tout le montage de la voiture. Mais elle est parfois sur l'espace public, elle est parfois dans les établissements scolaires, au milieu du hall. Ça a tendance à provoquer pas mal de réactions, positives et négatives. Et j'en finirai là sur un retour. Les gens du Lac La Vitrine m'ont invité à performer, puisqu'en fin d'année, il y a eu une proposition aux artistes de vendre des performances. Voilà. Je trouve que c'est une idée assez formidable de nous mettre dans une autre situation que de vendre des objets. Voilà. Donc de proposer des performances. Donc comme j'étais sur la white car, je me suis dit pourquoi pas la proposer en performance sur l'espace public. Donc n'importe qui peut me commander un emballage de sa voiture. Voilà. Donc quelqu'un décide de ne plus utiliser sa voiture, je viens l'emballer pour la modique somme de 250 €. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Et je vais finir sur cette image où on doit aller tout à l'heure d'ailleurs.